C'est le week-end du Labor Day et Christina Morris, 23 ans, se prépare à sortir. Oui. Christina était super extravertie. Se préparer avec elle, c'était toujours un événement. Elle essayait des centaines de fringues pour trouver la tenue parfaite. Son petit ami Hunter Foster est habitué à ce rituel. Ils vivaient ensemble et ils étaient allés à l'école ensemble. Ils se connaissaient depuis au moins 10 ans. Un an plus tôt, le couple s'est installé à Fort Worth, où Christina travaille pour un site de rencontre. Elle était chargée de photographier les clients du site. Elle allait pouvoir se servir de son talent pour la photo, et elle en était ravie. Elle avait beaucoup travaillé pour atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Et elle comptait accomplir des choses encore plus impressionnantes. Mais tout n'est pas rose dans la vie de Christina. Avant de démarrer, elle appelle son amie Taylor. Salut, c'est moi. C'est dommage que tu ne puisses pas venir. On se voit la prochaine fois, hein? Elle m'a appelée parce qu'elle avait des doutes sur sa relation avec Hunter. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Oui, t'as sûrement raison. Je vais arrêter d'y penser. Elle avait hâte d'aller faire la fête et de passer du temps avec ses amis. Quatre jours plus tard, le père de Christina, Mark, reçoit un appel de son ex-femme. Elle lui demande s'il a eu des nouvelles de leur fille. Elle n'est pas venue travailler le samedi. Ils se sont dit qu'elle était partie avec des amis. Mais en voyant qu'elle était absente le mardi, ils se sont inquiétés. Mark essaye de contacter Hunter Foster. On a appelé son copain. Il n'a jamais répondu. Ici Mark Morris, le papa de Christina. On a appelé tous les gens dont on avait le numéro, et quand il nous en manquait un, on le demandait à ses amis. Vous étiez dans les bars du quartier? Plusieurs personnes nous ont dit l'avoir vue le vendredi soir. Les parents retracent les derniers déplacements de Christina. Elle aurait passé la soirée avec ses amis dans le centre-ville de Plano. Le groupe s'est ensuite rendu chez une amie, Paulina, pour continuer la soirée. Mais une fois sur place, Christina s'est disputée au téléphone avec son petit ami Hunter et elle est partie. Elle était contrariée et elle a voulu rentrer. Mais depuis son départ, personne n'a eu de ses nouvelles. J'avais un pressentiment horrible. Je me disais qu'elle avait eu peut-être un accident. Il se passe quelque chose. Mark et Anna contactent les hôpitaux. Mais aucune personne admise ne correspond à la description de Christina. Allô, police? En désespoir de cause, ils appellent la police. Je voudrais signaler une disparition. C'est ma fille. Très bien, monsieur. À quelle adresse? Elle a été vue pour la dernière fois à Plano, mais elle habite Fort Worth. Ça fait combien de temps que vous n'avez plus de nouvelles? Depuis samedi à 3h45 du matin. Tout le monde panique. La police de Plano assigne un agent aux recherches. D'après ses amis, Christina s'est garée au centre commercial The Shops at Legacy. Ce parking est à 10 minutes de marche de chez Paulina. Les deux lieux sont dans le même quartier, mais séparés par plusieurs pâtés de maisons. Le policier se dirige directement vers le parking. Au premier niveau, il trouve la voiture de Christina. Mais aucun signe de la jeune femme. La voiture est bien là. Elle n'a pas subi de dégâts, il n'y a pas de traces de lutte, mais Christina est introuvable. Il s'agit donc bien d'une disparition. Ils m'ont rappelé et j'ai senti mon cœur se serrer. Sa voiture est toujours dans le parking 3 jours plus tard. Ce n'est pas normal.
Le lendemain matin, les policiers de Plano se mobilisent. Ils passent à l'appartement que Christina partage avec son petit ami, Hunter Foster. Il est absent. Dans la plupart des disparitions, le kidnappeur est un proche de la victime ou la connaît. Ici, Christina est en couple. Ils se sont disputés ce soir-là et il n'a pas signalé sa disparition. Il y a de quoi éveiller les soupçons. Comme le témoin qui les intéresse le plus est injoignable, les enquêteurs de la police de Plano se penchent sur les derniers déplacements de Christina. D'après ses amis, elle a quitté l'appartement de Paulina en même temps qu'un ancien camarade de classe, Enrique. Allô? Bonjour Enrique, ici Cathy Stam, de la police de Plano. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous? Une seconde, s'il vous plaît. D'accord. C'est bon, désolé. Pas de souci. Enrique, à quelle heure vous sortez du travail? Je pars bientôt, il me reste quelques trucs à finir. D'accord. Je voulais vous demander si vous pouviez venir au poste. Je voudrais qu'on discute de Christina ensemble. Vous pensez que vous pourriez passer me voir d'ici quelques minutes? Vous comprenez, tout le monde est très inquiet. Oui. On n'a toujours pas de nouvelles. Oui, je vous aiderai de mon mieux. D'accord. J'ai seulement une question rapide, s'il vous plaît. Vous aviez dit que vous étiez parti en même temps que Christina et que vous aviez pris la direction du parking où vous étiez garé. C'est exact? Oui, mais on s'est séparés au bout d'un moment. On est allé jusqu'au bout du complexe immobilier ensemble. Puis j'ai pris une autre direction parce que j'étais garé dans un autre parking. D'accord. J'espère que vous pourrez passer assez rapidement. Ça devient sérieux. On voudrait vraiment la retrouver. Je pars bientôt. Je passerai directement au poste. D'accord, merci. Pendant que l'inspecteur Stam attend l'arrivée d'Enrique, les enquêteurs fouillent les rues où Christina a été aperçue pour la dernière fois. On cherche une jeune femme de 23 ans. The Shops at Legacy est un complexe de luxe avec des boutiques, des restaurants, des entreprises et des logements. Les enquêteurs cherchent des témoins qui auraient vu Christina la nuit de sa disparition. Ils veulent comprendre pourquoi elle n'est pas arrivée à sa voiture et ce qui s'est passé à la sortie de chez Paulina. Les recherches classiques ne donnent rien. Les policiers se rabattent alors sur un autre genre de témoins. Les enquêteurs se tournent vers les boutiques, les parkings, les établissements qui ont un système de surveillance et auraient pu filmer Christina. Ils trouvent rapidement un premier indice. Une boutique placée entre l'appartement de Paulina et des bars du coin possède 2 caméras orientées sur le trottoir. Dans les affaires de disparition, les caméras sont essentielles. Elles parlent à la place de la victime. La police de Plano rapporte les images au poste. Les images de surveillance ont des avantages par rapport aux témoins. Elles sont précises et elles évitent les faux témoignages. Ils remontent jusqu'à 23 heures, heure à laquelle les amis de Christina seraient arrivés en centre-ville. On voit un groupe de personnes passer devant les vitrines pour se rendre dans un bar. Retourne en arrière. On peut distinguer les passants et leurs vêtements. Christina portait une jupe facilement identifiable. Christina est avec ses amis Paulina et Enrique. La 4e personne est identifiée. C'est Sabrina Boss, une amie du lycée. Les enquêteurs se repassent la vidéo pour essayer d'identifier un langage corporel qui trahirait des tensions ou des désaccords entre les protagonistes. Mais l'ambiance a l'air enjouée. Personne n'est contrarié. Ils sont détendus. Les images semblent confirmer les témoignages des amis de Christina. Le groupe d'amis se rend ensuite à l'appartement de Paulina et y reste jusqu'à 3h, 3h30 environ. C'est là que Christina part avec Enrique. Les enquêteurs regardent désormais si des caméras ont filmé Christina et Enrique sur leur chemin. Il y a un salon de coiffure entre l'appartement de Paulina et le parking où il s'était garé ce soir-là. Les enquêteurs se procurent les images de vidéosurveillance.
Il se positionne à 3h30 du matin. Les minutes passent. À 3h47, il y a du mouvement à l'extérieur. L'image est mauvaise et il y a des reflets. Mais on voit deux personnes passer devant la vitrine. Elles sont impossibles à identifier formellement. Mais plus loin dans la rue, il y a un distributeur de billets. Les enquêteurs changent de caméra. Il y a une banque au croisement des avenues Parkwood et Legacy. Paulina vit du côté de Parkwood et pour aller au parking depuis son appartement, on passe directement devant cette banque. Les enquêteurs avancent jusqu'à 3h45 et ouvrent grand les yeux. À 3h53, deux silhouettes entrent dans le champ. Ok, stop. Zoom un peu. Oui, c'est elle. La vidéo de la banque est relativement claire grâce au lampadaire. On peut distinguer les passants et leurs vêtements. On reconnaît Enrique et Christina, même si on ne voit pas leur visage. Elles marchent normalement, ne trébuchent pas. Rien ne suggère qu'elles soient en état d'ébriété. Leur langage corporel ne suggère pas de tension. Ils semblent se diriger vers le parking, comme l'a dit Enrique. Or, Christina n'a jamais atteint sa voiture. Les enquêteurs veulent savoir si Christina comptait retrouver son petit ami Hunter. Ils espèrent qu'Enrique pourra les renseigner. Enrique confirme que Christina et lui ont quitté l'appartement de Paulina ensemble. Ensuite, on a marché jusqu'au bout du complexe immobilier et on s'est séparés. Vous pouvez me dire si c'est vous sur cette image? Oui, C'est bien vous? je crois, oui. D'accord. Est-ce que vous pourriez me montrer le trajet que vous avez emprunté ensemble? Oui, Très bien. Vous conduisez une Camaro? Elle est de quelle couleur? grise. Une Camaro grise? D'accord. J'ai une question délicate. Est-ce que Christina est rentrée avec vous? Non, Ok. Elle n'est pas rentrée avec vous? non. Je sais que vos parents étaient absents. Oui, mon frère était là. D'accord. Carlos? Oui. Ok. L'inspecteur Stam aborde désormais la dispute entre Christina et Hunter. Est-ce que vous avez entendu dire qu'ils se disputaient ou qu'ils avaient rompu? Cependant, il se souvient que Christina a passé un coup de téléphone. On aurait dit qu'elle s'énervait. Qu'elle s'énervait? Oui, comme si quelque chose la contrariait. Mais c'est tout. Elle ne pleurait pas, elle était énervée. Oui, Énervée? oui. Cet appel confirme les témoignages. Christina et Hunter se sont disputés ce soir-là, mais Enrique n'a pas plus de détails à donner. Vous ne vous souvenez pas de ce que Christina disait? Vous en êtes Oui. sûr? Franchement, je faisais pas attention. D'accord. Enrique a dit tout ce qu'il savait. Il est libre de partir. Merci d'avoir coopéré. C'est normal. Je vous raccompagne. Christina Morris a désormais disparu depuis 5 jours. L'inquiétude monte. On travaille sur une affaire de disparition à Plano. Un hélicoptère de la police cherche des signes de Christina à Plano. En direction du nord. Il y a plusieurs grands champs. Pendant ce temps, au sol, ses amis et sa famille organisent leurs propres recherches. Le moindre indice est bon à prendre. Si vous n'avez plus d'affiches, revenez en chercher. On s'est immédiatement lancé sur ses traces. On cherchait des gens qui avaient des infos, qui l'avaient vu ou qui lui avaient parlé. Paula Boudreau, détective privée, se joint à eux.
Il fallait agir vite, envoyer des gens sur place à sa recherche. On n'avait aucune raison de croire qu'elle n'était pas vivante, quelque part. Tout ce qui nous restait, à nous tous, c'était cet espoir. Pendant ce temps, les enquêteurs transmettent les vidéos aux chaînes de télévision locales, espérant que quelqu'un sache où se trouve Christina. Il faut qu'on la retrouve. Il suffisait d'une piste, d'une seule personne qui ait vu quelque chose. C'était vital pour nous. Mais visiblement, Christina a disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs espèrent que son journal d'appel leur fournira des pistes. Ils constatent que la nuit de sa disparition, elle a appelé son petit ami plusieurs fois et ne s'est pas servi de son téléphone depuis. Mais Hunter reste introuvable. Le copain de Christina ne coopère pas. Il ne répond même pas. Comme il s'agit de jeunes gens qui sont en permanence sur leur téléphone, c'est un peu étrange. Le 3 septembre, 5 jours après la disparition de Christina, Hunter se présente enfin pour un interrogatoire. Il soutient qu'il était injoignable parce qu'il avait perdu son téléphone. Alors, vous avez perdu votre téléphone dans une station-service. Mais laquelle? Au nord de la ville. Au nord de la ville? Une personne l'a récupéré et elle a appelé pour me le rendre. C'est impressionnant. Ça m'a surpris. Oui, moi aussi. L'enquêtrice passe à la relation de Hunter avec Christina. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Presque un an. Ok. J'ai discuté avec son père. Il dit que vous étiez amis depuis bien plus longtemps que ça. On se connaît depuis la 5e. La 5e? Ok. Il y a des soucis dans votre relation? Non, rien du tout. Pas de dispute, pas de chamaillerie? On se dispute parfois à cause du chien qui fait ses besoins dans la maison. Ce genre de choses, mais c'est tout. À quand remonte votre dernière dispute ou désaccord? Franchement, je serais incapable de vous dire à quand ça remonte. C'est pour ça que je trouve la situation aussi hallucinante. Vous ne vous souvenez pas de votre dernière dispute? C'était il y a 3 mois peut-être. Hunter explique qu'il a passé le week-end avec des amis à Dallas. Il n'a pas vu Christina depuis qu'elle a quitté la maison, le vendredi soir. Il n'y a pas eu de dispute ou de désaccord, vous disiez? Non, rien du tout. Vous en êtes sûr? Aucun désaccord? J'en suis sûr. Une affirmation qui contredit les témoignages. Le couple se serait disputé la nuit où Christina a disparu. Entre le moment où vous êtes parti de chez vous le soir et le lendemain matin, est-ce que vous êtes passé dans la ville de Plano? Non. D'accord. Vous n'êtes jamais allé à Plano? Non, jamais. Hunter explique pourquoi il n'a pas signalé la disparition de Christina. Ce n'est pas le genre de fille à faire ce genre de choses. Du coup, je me suis dit qu'elle devait être chez ses parents. Du genre à disparaître? Oui. L'enquêtrice demande à lire les messages que Christina a envoyés à Hunter le vendredi soir. Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? Je m'en fiche de ce que tu fais, mais tu pourrais me répondre au moins. J'ai l'impression de devenir folle. Je suis désolée, vraiment, mais pourquoi tu veux pas me parler? Bonne nuit. J'espère que tu vas bien parce que moi non, et j'ai plus de batterie. Les messages envoyés par Christina contredisent le témoignage de son copain. Il a affirmé qu'il ne s'était pas disputé. Mais d'après les SMS, Christina lui en voulait. Les enquêteurs souhaitent copier toutes les données du téléphone de Hunter. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je n'étais pas sur place. J'en sais encore moins que Paulina ou les autres. C'est comme ça que se déroule une enquête. La première chose que je dois faire, c'est innocenter les personnes dont elle est la plus proche, donc vous. Vous êtes son copain, vous vivez avec elle. Oui. Vous la connaissez mieux que tous ces gens, non? Oui. Et donc, c'est vous que je veux innocenter en premier. Comme ça, je n'aurai pas besoin de penser à vous et je pourrai me concentrer sur d'autres gens, ceux qui étaient sur place. Je ne dis pas que je n'enquête pas sur eux aussi, mais mon premier objectif, c'est d'innocenter le petit ami. Je vais pouvoir partir si je refuse? Vous pouvez partir quand vous voulez. Vous êtes libre. Parce que franchement, je préférais éviter. Hunter n'a pas voulu les laisser fouiller dans son téléphone, le lui prendre. Les enquêteurs étaient un peu suspicieux. Est-ce qu'il cache quelque chose? Pourquoi il ne coopère pas totalement? Vous ne nous autorisez pas à copier votre téléphone, d'accord? En l'absence de preuves, ils ne peuvent pas retenir Hunter.
Mais son téléphone peut quand même fournir de précieux indices. Les enquêteurs demandent les données du portable de Hunter. Ils veulent examiner les informations de localisation et savoir où se trouvait son téléphone au moment de la disparition. Pour l'instant, les enquêteurs ne peuvent toujours pas renseigner la famille de Christina sur ce qui lui est arrivé. Ils voulaient savoir où elle était, si elle allait bien, si elle était en vie. Plus tard dans la journée, les enquêteurs font une percée. Les vidéos de surveillance du parking où Christina a laissé sa voiture sont arrivées. La police de Plano tente de savoir si Christina est arrivée jusqu'à la voiture, ou au moins jusqu'au parking. Les enquêteurs inspectent les images d'une caméra orientée sur l'entrée principale du parking. Ils savent que si Christina est entrée dans le parking, elle a certainement emprunté l'entrée principale. Ils scrutent donc les images pour voir si elle est présente entre 3h30 et 4h. Retourne en arrière. Juste avant 4h, sur la caméra de sécurité du parking, on voit deux personnes avancer dans l'allée. On reconnaît Christina, à gauche. Elle porte la même tenue que sur les autres images de vidéosurveillance. L'autre personne, c'est Enrique Arocci. Enrique affirme que c'est là qu'il a vu Christina pour la dernière fois. Enrique a dit à la police qu'ils s'étaient séparés puisqu'ils étaient garés dans des parkings différents. Pourtant, la police le voit accompagner Christina dans le parking où elle a laissé sa voiture. On a d'autres images? Il passe à une caméra placée à l'intérieur, juste à côté du véhicule de Christina. Il y a une caméra au plafond, orientée sur des voitures garées. Il voit du mouvement dans le parking. Là. La voiture de Christina est hors champ, sur la droite. On voit une lumière, comme si quelqu'un appuyait sur sa clé pour déverrouiller son véhicule. Les enquêteurs se repassent les images. Mais malheureusement, la voiture de Christina n'est pas visible. Ils sont à quelques mètres à peine de Christina, mais ils ne la voient pas. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une dernière caméra qui pourrait leur fournir les images qu'ils recherchent. Il y a une caméra à l'arrière de la banque, à l'extérieur du parking. Mais elle ne s'active que quand il y a du mouvement. Quand une voiture ou une personne passe, elle enregistre une petite séquence. Elle est pointée sur la voiture de la jeune femme. Par pur hasard, 2 minutes après l'entrée d'Enrique et de Christina dans le parking, une voiture passe et active la caméra. Personne ne s'approche de la voiture de Christina. Mais un véhicule sombre, garé en face d'elle, commence à faire marche arrière. Ensuite, la caméra se désactive. On ne voit pas qui est entré dans la voiture, ni par quel côté. On voit seulement la lumière qui s'allume, puis le véhicule qui fait marche arrière. Les enquêteurs doivent absolument identifier ce véhicule et ses passagers. Les enquêteurs vérifient les images de toutes les caméras, et il y en a une qui est installée à la sortie. 1 minute plus tard, la caméra filme la même voiture en train de quitter le parking. Il s'agit d'une Chevrolet Camaro de couleur sombre, comme celle d'Enrique Arocci. Les enquêteurs zooment, dans l'espoir de voir Christina à l'intérieur. Malheureusement, on ne voit rien à travers les vitres. Ils ne voient pas Christina sur les autres images. Leur question est donc, où est-elle passée? Une chose est sûre, le témoignage qu'Enrique a livré à la police ne correspond pas aux vidéos. Il est convoqué pour un nouvel interrogatoire. C'est possible que vous vous soyez garé dans ce parking? Non.
J'étais garé là-bas, j'en suis sûr. Je m'étais garé devant chez mon pote. D'accord. C'est votre voiture? Oui. On a un problème, Enrique. Vous voyez, cette photo, elle a été prise dans ce parking. On a une photo de vous en train d'entrer dedans avec Christina, et ça, c'est vous en train d'en sortir. Votre voiture ne sort pas de ce parking-ci, mais de ce parking-là. Un commentaire? J'imagine que j'ai bougé. Mais je m'étais garé là-bas en premier. Ça, j'en suis certain. D'accord. Peut-être que j'ai bougé quand on est allé au Scoffies. Je sais plus trop. Vous êtes entrés dans ce parking ensemble, on a une photo de vous. Et ensuite, vous ne vous souvenez pas de la direction qu'elle a prise? Moi, je suis allé à ma voiture et elle a pris un autre chemin. Enrique avoue à la police qu'il avait bu et qu'à cause de son état d'ébriété, il ne se souvient malheureusement plus de l'emplacement exact où il était garé, ni de la direction qu'a prise Christina. J'ai bu plus que je l'avais dit. Ah oui? Oui. Vous n'avez pas voulu me le dire? J'avais peur d'avoir des problèmes. L'explication est plausible. Mais un autre élément trouble les enquêteurs. Enrique a des contusions sur les bras. Il affirme qu'il s'est blessé en changeant ses pneus. Mon bras était coincé et j'ai dû tirer. C'est comme ça que je me suis égratigné. Ensuite, quand mon bras est sorti, je me suis énervé et j'ai envoyé des coups. Des coups sur votre voiture? C'est de là que vient ce bleu? Oui, j'ai fait comme ça. D'accord. Vous avez d'autres blessures à part ça? Non. D'accord. C'est les seules. Est-ce que ça vous gênerait si je les prenais en photo? Non, allez-y. D'accord. À votre avis, elle est où? Je sais pas trop. Vous ne savez pas dans quel coin de la carte on devrait la chercher? Aucune idée, franchement. J'ai rejoint ma voiture qui était ici, pas là-bas. Je suis monté dedans et je suis parti. Allez vous mettre par là-bas. Je vais d'abord vous photographier en entier, puis je zoomerai sur les blessures. Les changements de version d'Enrique ont de quoi éveiller les soupçons. Le témoignage d'Enrique ne l'innocente pas, mais ne le culpabilise pas non plus. Il n'y a pas de preuves tangibles, pas de mobile. Méfiants face au comportement d'Enrique, les enquêteurs fouillent sa Camaro. En regardant dans la voiture d'Enrique, ils ne trouvent rien qui soit en rapport avec Christina Morris. Ils le laissent donc partir. Ce sera tout. Merci beaucoup. Vous restez bien joignable. D'accord? Pas de problème. Dans la périphérie de Plano, des volontaires se mobilisent pour chercher Christina dans la nature. Le temps filait et il n'était pas de notre côté. Malgré les éléments, sa famille attend encore un miracle. On s'accroche toujours à l'espoir. Ce petit espoir qu'elle est quelque part et qu'ils la retrouveront. Il l'a cherchée partout. Il ne s'arrêtait jamais. Je ne sais pas comment il a tenu, mais ça prouve à quel point il l'aimait. Au poste de police de Plano, l'enquête commence à stagner. Les deux suspects principaux dans la disparition de Christina Morris sont Hunter Foster et Enrique Arrochi. Les policiers ne détiennent pas assez d'éléments sur les deux suspects pour procéder à une arrestation. À la recherche de nouvelles pistes, ils retournent à la vidéo. Ils cherchent des gens qui auraient pu entrer ou sortir du parking, ou passer à proximité. Ils auraient pu voir ce qui s'est passé, ou avoir enlevé Christina.
Les enquêteurs démarrent le visionnage à 3h58, l'heure à laquelle la voiture d'Enrique est partie. À 4h08, une voiture entre dans le champ. Une Kia verte entre dans le parking et commence à tourner en rond. Ça a attiré leur attention parce qu'à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup d'activité dans le parking. Ils passent à une caméra placée à l'extérieur. La même Kia contourne le bâtiment. La police cherche des éléments identifiables, la plaque d'immatriculation, le conducteur. La plaque d'immatriculation est illisible. Les enquêteurs doivent absolument retrouver le conducteur. Il faudrait que tu identifies un véhicule. Il faut savoir si cette personne est un témoin potentiel ou si elle a un lien avec la disparition de Christina. Les enquêteurs contactent les entreprises de taxi locales dans l'espoir que l'une d'entre elles reconnaisse le véhicule. On voit souvent des chauffeurs de taxi tourner en rond quand ils cherchent les passagers qu'ils sont venus prendre. Les chances sont minimes, mais une entreprise revient vers eux. Les enquêteurs ont pu retrouver le conducteur. Ils ont découvert que c'était un chauffeur Uber. Ce soir-là, il cherchait le client qui avait commandé une course. Encore une impasse. Devant les pistes qui se referment, les enquêteurs se recentrent sur les deux suspects principaux, Hunter Foster et Enrique Arocci. Ils analysent leurs relevés téléphoniques et bancaires. Quand ils ont obtenu les données téléphoniques du copain de Christina, ils ont pu confirmer qu'il était dans un autre bar, dans une autre ville. Hunter disait la vérité. Il était bien dans le centre de Dallas. Son récit a été corroboré par des témoins. Ils étaient avec lui au moment où Christina a disparu. Hunter Foster est écarté de l'enquête. Enrique Arocci devient le suspect principal. Il n'y a pas assez de preuves pour l'arrêter, mais les enquêteurs espèrent que ces relevés de compte leur donneront la piste dont ils ont besoin. La police de Plano veut savoir ce qu'il faisait et où il se trouvait pendant les heures critiques qui ont suivi la disparition de Christina. Ils apprennent que 6 heures après avoir quitté le parking, Enrique s'est rendu dans une station de lavage, puis dans une station-service. C'est un détail d'une importance capitale, car c'est très suspect. Peut-être qu'il essayait de dissimuler des preuves ou cacher son implication. Les enquêteurs se rendent directement sur place pour récupérer les images de surveillance. Ils repartent bredouille de la station de lavage, mais la station-service possède des caméras au-dessus des pompes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? À 9h58, une Chevrolet Camaro entre dans le champ. C'est lui. Enrique Arocci en sort. En passant devant le coffre, il fait quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qu'il fait ? On le voit passer, puis revenir en arrière, comme s'il avait remarqué quelque chose. En changeant d'angle, il voit Enrique saisir un chiffon et nettoyer la poignée de la portière du passager. Ensuite, il prend une raclette. En général, on se sert d'une raclette pour nettoyer son pare-brise. Il commence à frotter l'arrière de la voiture, la plaque d'immatriculation et la fermeture du coffre. C'est très étrange parce que ça se passe quelques heures après la disparition de Christina. Les enquêteurs sont convaincus que ce qu'il essaie de nettoyer est en rapport avec cette disparition. Cette séquence leur inspire encore plus de questions pour Enrique. Oui, allô? Bonjour Enrique, ici Cathy Stam. Bonjour, comment ça va? Pas trop mal.
J'aurais encore quelques points à éclaircir avec vous. Est-ce que vous pourriez passer après le travail? Oui, mais je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Franchement, je comprends pas pourquoi vous me soupçonnez encore. Vous savez, je procède par élimination. Je vous le répète, j'ai rien à voir dans cette histoire. Je veux seulement qu'on me laisse tranquille. Je comprends que ce soit stressant pour vous, mais... J'en peux plus. D'accord, d'accord. J'en ai marre. Enrique, j'ai compris. Le lendemain matin, les enquêteurs foncent chez Enrique, munis d'un mandat de perquisition. Dans sa poubelle, ils trouvent des produits nettoyants. Il y a plusieurs produits et il les a jetés en même temps. C'est un détail qu'ils trouvent étrange. Un post-it, rédigé en espagnol, attire également leur attention. Il y avait 4 points qui parlaient d'un t-shirt noir, des SMS de la date en question, de relevés bancaires et de relevés téléphoniques. On aurait dit une liste des choses dont il devait se débarrasser pour faire disparaître les traces de son implication dans la disparition de Cristina. Les preuves à l'encontre d'Enrique s'accumulent. Mais elles ne sont que circonstancielles. Ce n'est pas suffisant pour la police. Les images de vidéosurveillance de la station-service laissent penser qu'il s'est passé quelque chose autour de ce coffre. Si Cristina a passé du temps dans le coffre d'Enrique, seules des analyses ADN pourront le prouver. La police saisit la voiture d'Enrique. En ouvrant le coffre, il remarque un joint en caoutchouc qui borde sa base. C'est la zone sur laquelle il se concentre, car il s'agit d'un matériau poreux, absorbant et très difficile à nettoyer. Il cherche des preuves, même en quantités infimes. De l'ADN, des échantillons de cheveux, des échantillons de sang, n'importe quoi. Mais il faudra des mois aux médecins légistes pour rendre leur verdict. L'attente est frustrante pour les enquêteurs, mais il leur faut un dossier solide pour arrêter Enrique. Comme tous les yeux sont sur lui, des rumeurs sur son implication dans la disparition de Cristina commencent à circuler. La famille est furieuse de voir qu'il n'est pas inquiété et elle décide de réagir. Elle organise une manifestation devant chez lui afin d'exiger des réponses. On a essayé de parler à Enrique face à face. On voulait entrer en contact avec lui pour voir s'il répondrait à nos questions. Mais il a refusé. Il détenait toutes les réponses. On n'allait pas le laisser s'en tirer. Il savait où était ma fille. Mais la police ne possède pas de preuves concrètes de sa culpabilité. Il continue à nier toute implication dans la disparition de Cristina. Ensuite, après des mois d'attente insoutenables, les résultats des analyses ADN de la voiture d'Enrique arrivent. Les résultats sont arrivés. Ce coffre contenait des traces de l'ADN de ma fille. J'ai senti mon cœur s'arrêter. L'ADN a été découvert à 2 endroits. Il y en avait sur le joint en caoutchouc qui ferme hermétiquement le coffre, ainsi que sur le tapis de celui-ci. Statistiquement, il était impossible que ce soit l'ADN de quelqu'un d'autre. Pourtant, les enquêteurs vont avoir du mal à inculper Enrique pour meurtre. Sans corps, il serait difficile de prouver le meurtre. On ne pouvait pas démontrer quand ni comment elle avait été tuée. Mais les procureurs sont convaincus que les preuves médico-légales, les images de surveillance et les incohérences dans le récit d'Enrique suffiront à prouver son implication dans la disparition de Cristina. Le 13 décembre 2014, il est arrêté pour enlèvement aggravé. Enrique clame son innocence. L'affaire passe devant le tribunal.
Le 21 septembre 2016, le jury parvient à un verdict. Monsieur Arrocci, levez-vous s'il vous plaît. Le verdict est le suivant. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de l'enlèvement aggravé décrit dans l'acte d'accusation. Enrique a été reconnu coupable d'enlèvement aggravé et condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Pendant tout le procès, et même après avoir été condamné, il a continué à clamer son innocence. Pourtant, toutes les preuves sont contre lui. Il a commis un crime absurde, sordide. Il n'a pas demandé pardon à Anna, à Mark, ni au public. Il n'a rien dit. Sans les images de surveillance, cette affaire n'aurait peut-être jamais été résolue. C'était difficile de lui soutirer des informations. Je pense que si on n'avait pas eu les images de surveillance, il aurait pu ne jamais être inquiété pour l'enlèvement de Christina. On n'aurait pas été en mesure de réfuter ce que nous avait dit Enrique sur le déroulement de cette soirée, quand il affirmait qu'ils s'étaient séparés. Les enquêteurs n'auraient pas su où chercher pour trouver l'ADN. Il n'aurait peut-être jamais été arrêté, et encore moins condamné. Mais pour la famille de Christina, l'affaire est loin d'être réglée. On avait besoin que les gens nous comprennent. Il est coupable et il va en prison, certes, mais où est Christina? On ne le sait toujours pas. Le 7 mars 2018, 3 ans et demi après la disparition de Christina, les pires craintes de sa famille deviennent réalité. Un homme a regardé devant sa pelle mécanique pour vérifier qu'il ne roulait pas sur une canalisation. Et il a vu un crâne humain. Il a appelé la police, qui a découvert des ossements et les vêtements que portait Christina le soir de sa disparition. La découverte du corps de Christina confirme la théorie des enquêteurs sur le déroulement probable de cette nuit-là. Dans la nuit du 29 au 30 août 2014, Enrique Arrocci accompagne Christina jusqu'à sa voiture et lui propose probablement de la ramener. On présume qu'elle est montée dans la voiture de son plein gré, mais peut-être sous de faux prétextes. Il a pu lui dire qu'il la déposerait chez elle ou l'emmènerait voir son copain. Personne ne sait avec certitude comment Christina est morte. Mais comme l'ADN a été retrouvé dans le coffre et que rien ne prouve l'implication d'un tiers, la police pense qu'Enrique a tué Christina puis s'est débarrassé de son corps. Les procureurs hésitent encore à le poursuivre pour meurtre. Vu les difficultés qu'on a eues à prouver l'enlèvement aggravé, ce ne serait pas beaucoup plus facile de prouver le meurtre. Et vu qu'il ne serait pas condamné à plus que la peine à perpétuité qu'il purge déjà, il n'y a pas grand intérêt à le poursuivre pour meurtre. La famille de Christina peut enfin lui offrir une sépulture. On a plus ou moins retrouvé la paix en se disant que ça y est, elle est là. On l'a récupérée. Désormais, on a un lieu où aller pour être avec elle et lui parler. Mais on aurait voulu que son histoire se termine autrement.